La saison 2024 du championnat du monde d'endurance se terminera cette semaine avec les 8 heures de Bahreïn sur le circuit de Sakhir. Mais dans ce nouveau numéro de Track Limit by Minerva Oil, le podcast d'Endurance Info que nous proposons chaque semaine, nous allons déjà élargir le propos et voir un petit peu plus loin avec la saison 2025, puisque les règlements techniques et sportifs du championnat du monde d'endurance ont été récemment publiés. L'occasion effectivement de voir les petits ajustements, petits ou même grands ajustements pour certaines catégories qui ont été dévoilés par l'ACO et la FIA. Et avec Laurent Mercier et Thibaut Villemont qui sont avec moi ce matin, nous allons un peu détailler et débattre autour des différentes évolutions des règlements sportifs. Messieurs, bonjour. Qui dit règlement dit forcément modifications qui peuvent être un peu clivantes, non ? Est-ce que vous voyez les choses comme ça ? Parce qu'on passe de quelque chose d'un peu stable, les équipes sont habituées, à des fois à des changements qui peuvent être plus ou moins bien perçus. Salut à vous. Ouais, bien perçu. Bon après, c'est comme chaque année, hein. Faut pas s'attendre à une révolution, hein. C'est plus des ajustements sur le règlement sportif et le règlement technique. Donc bon, je sais pas ce que vous en avez pensé à lire les nombreuses pages des règlements, des deux règlements, mais c'est pas une révolution. Non, non, c'est pas. Bonjour à tous, bonjour à vous deux, bonjour à tout le monde. Bah non, non, comme tu dis, Lolo, c'est pas. C'est sûr, c'est pas une révolution. Il y a des ajustements et des confirmations, notamment de ce qui avait été révélé en juin, en marge de la 92e édition des 24 heures du Mans. Donc, ça ne va pas changer fondamentalement les choses. C'est voilà, c'est surtout des confirmations et voilà, des petits. Forcément, tous les ans, ils essaient d'optimiser leur championnat. Donc, il y a eu des petits changements techniques qui sont très très légers, hein, puisque comme vous le savez, les voitures tant à la MGT3 qu'en hypercar sont homologuées, et il y en a eu davantage au règlement sportif, et c'est certainement ce dont on va le plus parler aujourd'hui. Effectivement Thibaut, le règlement sportif, on va débuter par ce point qui a évolué avec on va commencer par un changement qui a été assez commenté, on va dire, sur les différents articles et sur les réseaux sociaux, sur les choses que nous avons déjà publiées sur Endurance Info. Ça concerne l'Hyperpole, Thibaut et Laurent, avec pour le LMGT3, ce sera le pilote Silver qui devra disputer cette fameuse session, hein, qui a été ajoutée par l'ACO en plus de la traditionnelle séance qualificative. Si le pilote bronze était réglementairement dans la voiture cette saison, ça va changer l'an prochain avec le pilote Silver. Donc, pour vous messieurs, est-ce que c'est un changement qui va dans le bon sens ? Si oui, pourquoi ? Sinon, pourquoi ? Et est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui peut amener un plus ou un moins pour le championnat ? Ouais, alors moi, à titre personnel, je suis plus partisan pour le pro dans la séance d'hyperpole, puisque c'est celle-ci qui détermine la grille de départ et c'est là où c'est là où il faut être au top. Maintenant, on voit que le pro a moins le dessus avec cette catégorie LMGT3, puisque le bronze est quand même prédominant en qualif, prédominant en course. Donc bon, c'est un petit changement. Donc on verra ce que ça va donner aux 24 heures du Mans avec le règlement particulier qui n'a pas encore été publié. Donc, on peut supposer que ce sera libre pour la qualif. Ce sera certainement pour le silver, du coup, pour l'hyperpole. C'est un changement. Bon, ça permettra toujours à Sarah Bovy de disputer l'hyperpole. Et voilà, comme tu le dis, c'est assez rigolo parce que c'est ce qui a ce qui a le plus fait parler, c'est bon, bah c'est bien, Sarah va continuer à pouvoir Ouais, faire l'hyperpole. alors qu'en fait, c'est juste anecdotique. On n'a pas changé le règlement pour Sarah Bovy, mais c'est juste que Sarah va du coup pouvoir continuer à faire l'hyperpole avec les silver. Non, complètement. Après, moi, pour rebondir sur ce que tu disais, c'est si la CO avait procédé ainsi en confiant les qualifications et quand l'hyperpole est arrivé en WEC et l'hyperpole au pilote bronze, c'était justement pour donner un rôle un petit peu plus conséquent au pilote bronze parce que, bah, faut pas oublier, hein, c'est quand même lui qui finance la voiture en grande partie et donc on voulait lui donner un rôle un petit peu plus important. Je sais qu'il y a eu Ben Keating, hein, qui a fait beaucoup parler, qui a fait beaucoup parler ces derniers temps parce qu'il disait que le rôle du pilote bronze en IMSA n'était pas assez mis en avant parce que les bronzes faisaient toujours au début de course le safety car regrouper tout le monde et à la fin c'était vraiment le dernier relais avec le pilote pro au volant qui faisait la différence. Là je reconnais qu'en WEC clairement le pilote bronze comme tu disais Laurent a un impact qui est vraiment très important sur la course, même si voilà à la fin les écarts sont serrés, on a toujours les pilotes pro au volant pour le final. Après autant dans la démarche de mettre en avant le pilote bronze qui apporte une majeure partie du budget, il faut pas oublier dans la catégorie d'MGT3 on a un pro, un silver, un bronze et que le silver bah lui aussi il apporte une partie du budget et aujourd'hui c'est notamment Sébastien Beau, hein, qui nous le disait dans une interview. En fait, le silver, il a un petit peu le rôle bâtard parce que il fait pas la fin de course, il fait pas le début, il fait pas la qualif. Et en fait, on a l'impression que son rôle, c'est presque
bah, surtout de pas perdre du temps sur les autres, pas perdre de position et avant que le pro prenne le relais. Donc bon, d'un certain côté, ça met aussi un petit peu le silver en avant, ce qui n'est pas plus mal. Après, sur le plan sportif, je te rejoins totalement. On aimerait tous avoir les meilleurs qui se battent pour le chrono, ce serait l'idéal. Dans toute l'histoire de l'endurance, on a eu plein de schémas différents qui ont été adoptés. On a eu des trucs ultra compliqués comme la moyenne des deux meilleurs temps de deux pilotes. Ça faisait 4 tours par deux pilotes. On a eu les moyennes des 3 pilotes. On a eu juste un pilote. Est-ce qu'il y a une formule idéale? Je ne sais pas. Aujourd'hui, dans les commentaires, ce qui revenait le plus, j'ai l'impression, c'est encore une fois pousser pour que chacun des 3 pilotes fasse un chrono et derrière faire la moyenne de ce chrono. Et c'est ce qui établit la position sur la grille. Encore une fois, il n'y a pas de formule magique. Est-ce que cette formule est vraiment télégénique aussi? Il faut penser à ça. On essaie de rendre ce championnat du monde d'endurance de plus en plus télévisuel. Donc, si on fait des séances de qualif aussi à rallonge, avec trois chronos à signer, ce sera peut-être pas non plus idéal. Donc, je suis assez content quand même pour le pilote Silver parce que j'avais apprécié cette explication que nous avait donnée Sébastien Beau. C'est vrai qu'il avait un petit peu ce rôle, l'impression presque un petit peu moins important que les deux autres. Excuse-moi, Lolo, tu voulais intervenir, je t'ai coupé. Comme tu le dis, enfin, moi, je suis assez partisan de ce qui se fait en GT World Challenge Europe, c'est-à-dire la moyenne des trois. Maintenant, on reconnaît aussi, là aussi, ce que tu dis, que c'est pas forcément télégénique sur la longueur et ça fait forcément des séances à rallonge. Tu as 10 minutes, si tu pars, tu as 10 minutes pour chaque pilote. Donc, c'est 30 minutes, en fait, la séance dure 30 minutes, 3 x 3. Le problème, c'est qu'il faut tenir compte des neutralisations, parce qu'il y en a quand même pas mal. Mais au moins, chaque pilote a son importance. Tu fais la moyenne des trois, c'est assez simple. Alors, comme tu rappelais avant, l'espèce d'usine à gaz, là, avec les deux meilleurs tours, enfin, le truc, Oh, ça, c'était incompréhensible. c'était juste imbitable. Mais la moyenne des trois, est-ce que la moyenne des trois, c'est mieux? Et après, dans l'idéal, tu pourrais faire aussi la moyenne des trois, et après, tu fais juste une hyperpole avec les 8 ou 10 meilleurs. Bon, pourquoi pas? Mais c'est dur à suivre, par contre, aussi. C'est vrai que Mais c'est dur, ouais, c'est dur à suivre, mais au moins, là, chaque pilote dispute sa propre un séance. rôle. Chaque pilote a un rôle primordial. Non, c'est vrai. Par contre, le copain devant sa télé, c'est compliqué de savoir après deux. Attends, alors c'est qui? C'est assez compliqué à suivre, je reconnais. Après, pour revenir sur ce que tu disais, et t'as bien fait de le mentionner, hein, donc les 24 heures du Mans ont un petit peu leur règlement spécifique pour les qualifs jusque-là. Est-ce qu'ils vont reprendre le même règlement que le WEC? C'est sûr qu'en tous les cas, cette année, moi, pour faire le livre officiel des 24 heures du Mans, quand vous mettez la grille de départ, c'est assez curieux parce qu'en fait, on a des temps d'hyperpole qui sont moins bons que les temps de qualif. Donc, en fait, même quand vous faites la grille, en fait, les 10 premiers ont des chronos qui sont moins bons que ceux qui sont derrière, puisque ceux qui sont derrière n'ayant pas participé à l'hyperpole, le seul chrono a été signé par le pilote pro. Je trouve pas ça non plus idoine comme solution. On verra ce que ça donne l'année prochaine. Moi, globalement, voilà, je suis content pour les Silver. Je dis pas que c'est la solution idéale et par contre, je te rejoins 100%. Moi, sur le plan sportif, bah oui, on veut tous que ce soit les Top Guns qui partent à la chasse au chrono. Mais bon, je comprends aussi le fait que la CO, la FIA essaie de mettre en avant les pilotes bronze et silver qui, encore une fois, amènent le budget. Et juste pour terminer enfin, sur le sujet, on a vu quand même une disparité en termes de pilotes bronze cette année quand même. Oui, il y a quand même oui. deux groupes, tu vois, tu as toujours le même groupe quasiment qui est devant et tu as toujours un deuxième groupe qui est un petit peu derrière. Et je pense que ça aura un impact, hein, bien sûr, sur le recrutement des équipes pour l'année prochaine. Alors, ça a toujours été le cas. Par contre, j'ai l'impression que cette année, ça a été encore plus exacerbé. Je ne sais pas quelle raison. Après, on a eu des très bons pilotes bronze. On a eu un Malikin qui sera très bon en silver aussi. On a Sarah Bovy et François Herriot qui est capable aussi de faire des très bonnes performances. Donc, on a quand même des bons pilotes bronze et à contrario, sans vouloir leur taper dessus, on a des Koizumi qui sont un petit peu plus, Koizumi, il est un petit peu plus en difficulté et la différence se fait très très vite à tel point que c'est vrai qu'un Koizumi, même en course, son principal objectif lors de ses relais, c'est de ne pas perdre un tour sur la concurrence. Ouais, et puis après, t'as aussi un Takeshi Kimura chez Acodit SP qui est un petit peu en retrait, mais par contre, qui a joué le titre au LMS, en Oui. LMGP3, parce qu'en ELMS, le profil des pilotes bronze sont plus des profils de son style. Oui. Oui. Alors que là, en WEC, t'as quand même quelques Top Gun, quoi, en bronze. Bien sûr, bien sûr. Messieurs, après ce premier tour d'horizon du règlement sportif concernant l'hyperpole et le remaniement pour les qualifications, donc avec ce pilote Silver qui disputera cette session déterminante pour l'obtention de la pole en LMGT3, je vous propose de passer au règlement sportif de façon plus générale, avec notamment le changement de barème de points. Thibaut et Laurent pour le classement constructeur en hypercar, qu'avec comme principal changement tous les résultats obtenus par les deux voitures désignées parmi celles désignées pour la saison à chaque compétition.
Pour vous, c'est aussi montrer un peu l'évolution du championnat, et on voit qu'il y a effectivement, les marques mettent 2-3 voitures si on prend en compte les équipes plus ou moins privées, par l'exemple de Ferrari. Est-ce que selon vous, ce choix d'essayer d'améliorer un peu l'équité entre tout le monde va dans le bon sens sur ce point-là? Non, bah moi je suis pour. Et en fait, forcément, c'est ce qu'on avait écrit en juin dernier quand la CO avait officialisé son souhait d'obliger un constructeur à avoir à minima deux voitures en hypercar. Donc ça a été fait, on le rappelle, pour deux raisons. Pour la raison qu'on va aborder juste après et que tu as abordé, Pierre, et une autre qui est aussi une question de BOP, parce que maintenant ils font leur BOP en partant sur la meilleure des voitures de chaque modèle. Donc à partir du moment où il n'y en a il y en a qu'une, je dis une bêtise, cette année, si la Cadillac a été éliminée au premier virage à Fuji, bah, c'était très compliqué pour les instances dirigeantes de faire une BOP sur Fuji. Donc voilà, donc ça c'est un autre débat. Mais oui, pour moi c'est logique. C'est logique que le titre constructeur soit donné avec les deux voitures de chaque constructeur. Donc ça va. Je me suis pas encore amusé, question de temps, à regarder ce que ça aurait changé cette année, parce qu'il aurait fallu que je prenne en considération que j'enlève les voitures privées et tout ça, donc ça prend un petit peu de temps. Mais je pense que ça va dans la logique des choses. C'est ce qui se fait, c'est ce qui se fait en F1, c'est ce qui se fait en WRC, c'est ce qui se fait partout, et qu'il n'y avait pas jusque-là en endurance. Donc ça va pas changer la face du monde sur les courses, mais au moins, je trouve que ça récompensera davantage une équipe, même si je peux me tromper, mais je pense que cette année ce serait Porsche encore quand même qui serait devant avant la finale. Dans la logique des choses, moi je trouve que c'était quelque chose à faire. Tout a été dit. Tout a été dit et pour une question d'équité, alors pour une question financière pour certains, forcément, ça pose un peu problème. Alors on va pas remettre un coup sur Lamborghini, mais qu'avec une voiture cette année, forcément, est obligé d'en rajouter une deuxième. Ah, le coût financier n'est pas le même, mais bon, au moins, tu pars sur un même pied d'égalité avec deux voitures dans chaque camp, et moi, je trouve que c'est plutôt une bonne solution. Non, puis à un moment, on est dans un championnat du monde. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on a quand même un plateau qui est dingue. Je dis pas que je détiens la vérité, mais je veux bien, les gens, quand ils nous disent oui, avoir qu'une seule voiture, c'est aussi un avantage, arrêtez. Quand il y a pas beaucoup de roulage en essai libre, si vous voulez jouer un rôle, alors oui, on a vu qu'épisodiquement, la Cadillac pouvait jouer devant sans jamais vraiment concrétiser en course. Et les fois où les Cadillacs, notamment, je parle de l'année dernière, ont été les plus en vue, c'est quand il y avait un deuxième modèle. Je parle du Mans, je parle de Sebring où ils avaient roulé tout l'hiver. Mais je pense pas, vous m'arrêtez si je me trompe, c'est un atout pour personne de n'avoir qu'une voiture. Avec deux voitures, vous pouvez en essai libre aller dans deux directions différentes, vous pouvez passer beaucoup plus de choses en revue, et je pense que tous ces constructeurs, ils sont au championnat du monde d'endurance pour briller. Même Lamborghini, ils sont pas là pour terminer dixième. Donc, il y a un moment, il faut mettre aussi, faut avoir les moyens de ses ambitions, et faut mettre, faut se hisser au niveau des autres. Et pour ça, il leur faut deux autos. Et puis pour Cadillac, quand Bamber en pète une, il en reste une autre. Oh, c'est méchant, ça. Non, par contre, la question que je me posais, effectivement, mais on connaît la réponse, c'est que, en fait, en LMGT3, le règlement, c'est pareil, hein, stipule qu'un constructeur doit obligatoirement avoir deux voitures. Par contre, les deux voitures n'appartiennent pas forcément à la même écurie, et on a notamment l'exemple cette année avec Destination Racing et The Art of Racing Team pour Aston Martin. Voilà, le LMGT3, ne l'oublions pas, ça ne décerne pas officiellement un titre de champion du monde, donc il n'y a pas de titre constructeur dans cette catégorie. En revanche, c'est vrai qu'il y a un moment, je me dis, c'est presque un peu dommage qu'en fait le titre équipe et le titre pilote, c'est le même. En fait, il y a qu'un seul titre dans cette catégorie, puisque l'équipe, en fait, c'est une équipe équivaut à une voiture. Donc, je me demandais s'il n'y avait pas aussi un autre schéma à trouver en LMGT3 pour donner un petit peu plus de place au titre équipe, qui pour moi aujourd'hui, en fait, est totalement anecdotique. Du fait que c'est exactement, en fait, le classement équipe, c'est le même classement, c'est le même que le classement pilote, sauf s'il y a un pilote qui rate une ou deux courses. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, mais il y a peut-être un autre truc à trouver aussi pour la catégorie LMGT3. Mais ça rejoint un peu ce qu'il y a en IMSA, le titre équipe est un peu caché par le titre pilote, puisque Bah tu oui, as exactement le même classement, c'est. il y a vraiment deux titres, le titre Mm. constructeur, même s'il est peut-être moins mis en avant, on l'a vu pour la catégorie GTD, puisque c'est un peu Totalement passé aux oubliettes. voilà, sorti un peu de derrière les fagots pour le titre de Mercedes en GTD, alors que par contre le titre de Winward et surtout des pilotes de Russell Ward et de Philippe Ellis a été mis en avant. Oui, je suis d'accord avec toi, peut-être mettre en avant les équipes avec tout le travail qu'il y a derrière, hein, les mécaniciens, les ingénieurs.
Je pense qu'ils sont forcément un peu ravis quand on les met en avant. On le voit dans d'autres championnats où, par exemple, je prends l'exemple du DTM ou du GT World Challenge avec le Pit Stop Challenge. C'est des choses qui mettent en avant les équipes et les personnes. Donc oui, pourquoi pas effectivement tenter de faire une modification à l'avenir sur ce point. Oui, en fait, Bah, par exemple, là, ce samedi, on va peut-être avoir en hypercar un titre pilote qui tombe dans l'escarcelle de Porsche et un titre constructeur qui tombe dans l'escarcelle de Toyota. Bon, bah, ça a aussi son charme. Par contre, pour rebondir sur ce que tu disais sur l'IMSA, moi, quand j'entends Porsche dire oui, on a gagné les 3 titres en GTP, il n'y en a que 2 titres en GTP. Il y a constructeur et pilote. Le titre équipe en GTP, il a pas vraiment de sens. Et pour le coup, je pense que l'IMSA devrait peut-être un petit peu s'inspirer de ce qui se fait en WEC, avec peut-être un titre équipe qui mettrait notamment JDC, qui permettrait de mettre JDC, Proton et les écuries privées en avant. Mais il faut arrêter. Il y a, en catégorie GTP IMSA, il n'y a pas 3 titres, il y en a 2. Il y a pilote, il y a constructeur. Le titre équipe, c'est le même que pilote. Donc ça n'a pas de sens. après, pour le LMGT3, faut aussi savoir si on considère cette catégorie comme une catégorie de constructeur ou comme une catégorie d'équipe. C'est pour ça que moi, qui n'ai pas de titre constructeur, ça me choque pas. Par contre, ça m'embête un petit peu que le classement équipe soit exactement le même que le classement pilote. Ouais, je te rejoins. Après le classement hypercar constructeur, donc avec la fameuse règle des 2 voitures, on va poursuivre ce règlement sportif, messieurs, avec un sujet qui fait toujours débat. On va parler de BOP évidemment. On va pas parler de l'établissement en lui-même, mais on va parler du fait que certes, les concurrents, tous les constructeurs, les personnes engagées dans le championnat du monde ne pourront toujours pas chercher à influencer l'établissement de la BOP, hein, je reprends le terme exact. Par contre, il y a une petite nuance par rapport à l'an dernier, c'est ni en commenter le procédé. Donc on pousse encore un peu plus le curseur un peu plus loin dans le fait de ne pas parler de BOP. Bon, j'imagine que moi je ne suis pas pour, évidemment, je suis pour l'ouverture et la transparence absolue. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'en tout cas on n'est pas dans le même avis que le promoteur. Non, mais moi je te rejoins, Pierre. Je te rejoins. Moi j'ai une vision totalement différente, effectivement, sur la chose. J'estime que il y a rien de mieux pour faire un scandale que d'empêcher les gens d'en parler. En fait, je suis pas fan de la politique de l'autruche. Aujourd'hui, on va pas se mentir, il y a il y a quand même de moins en moins de choses à raconter. Attention, je dénigre pas le championnat, il est magnifique et c'est super, bravo encore. Par exemple, du temps du LMP1, d'une course à l'autre, ah bah tiens. Porsche, ils ont souffert sur cette épreuve, et ben l'épreuve d'après, ils arrivent avec un petit truc qui modifié. En fait, c'était très intéressant. Aujourd'hui, les voitures sont déjà beaucoup plus simples d'un point de vue aéro et d'un point de vue technique. Ça n'a strictement rien à voir avec le P1, hein. On a quand même fait un gros pas en arrière. Mais en plus, il n'y a rien à dire d'une course à l'autre. La voiture, c'est strictement la même. Donc en fait, on arrive en début de meeting, c'est bonjour, ça va? Oui. Et en fait, il s'est rien passé depuis. Donc le seul facteur de performance qui a évolué, c'est la BOP. Donc pour moi, j'estime que ne pas en parler, c'est pas forcément une bonne chose. Donc en plus, honnêtement, on voit depuis Le Mans, la BOP en hypercar, elle est très intéressante. Elle est très intéressante. Donc forcément, il y a ses limites. On y reviendra certainement à un autre moment. On peut voir à Fuji, on a pu voir sur les dernières courses, Alpine est dans le coup, BM est dans le coup, il y a Ferrari, Porsche, Toy. Voilà. Après, ceux qui sont pas dans le coup, excusez-moi, Lamborghini, Peugeot, ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. C'est pas une histoire de BOP. Il faut pas oublier que normalement, quand cette BOP a été érigée, pour être éligible à la BOP, en fait, les constructeurs devaient rentrer dans cette fenêtre de performance. Honnêtement, je me demande s'il y en a qui y sont vraiment. Donc, notamment, on sait que la Lamborghini souffre d'un surpoids assez conséquent. On a quelque chose qui a un tel impact sur la compétition, qui a un tel impact sur le résultat. Je suis désolé, ça doit être expliqué, ça doit être fait en totale transparence. Parce qu'en plus, aujourd'hui, c'est censé être un outil mathématique. Globalement, c'est censé être calculé par des ordinateurs avec les moyennes de temps autour et tout ça. Mais même les équipes ne savent pas comment y aboutir. Donc en fait, il y a une zone d'ombre qui, pour moi, n'est pas forcément judicieuse. Moi, j'aime bien quand le corps arbitral est transparent. Et là, je vais reprendre un exemple tout bête. J'ai oublié son nom, je crois que c'est Monsieur Le Texier qui a été arbitre de PSG-OM. Il y a eu un carton rouge qui a suscité des débats. Qu'on soit d'accord ou pas avec lui, il a donné une interview pendant 8 minutes à la fin du match où il s'est expliqué.
Et il s'est expliqué de manière absolument remarquable. Et moi, je trouve que quand il y a des sujets aussi sensibles qui ont encore une fois un tel impact sur les résultats de la compétition, donc en l'occurrence là un match de foot, mais en ce qui concerne une course, je trouve qu'il devrait y avoir plus de transparence. Parce qu'en fait, en ne donnant pas les outils aux gens pour l'expliquer, bah, en fait, vous tendez un peu le bâton pour vous faire battre. Et derrière, vous ne pouvez pas reprocher derrière que les gens ne soient pas dans le juste parce qu'ils n'ont pas les outils pour comprendre. En revanche, bah forcément, en plus, on sait très bien que quoi qu'il arrive, ce ne sera pas du on-record, ce sera du off-record. Vous ne pourrez jamais empêcher les concurrents d'en parler. Donc voilà, c'est un petit peu ça qui me chagrine. On a vu que Rob Le Pen, durant la saison, a pris un avertissement. Je pense que si Rob Le Pen en a pris un, il y en a d'autres qui auraient pu en prendre. Ferrari a été très critique par moment également. Encore une fois, moi, je ne suis pas pour la politique de l'autruche, je suis pour expliquer les choses et j'aime pas quand il y a des zones d'ombre parce que je trouve qu'une zone d'ombre laisse place au doute et donc aux polémiques. Et je pense qu'il n'y a rien de pire que l'incertitude. Au moins, si tout le monde sait pourquoi on est arrivé à tel chiffre de poids, tel chiffre de puissance, bon, bah ok, voilà. Il y a un calcul, il est fait, on a le résultat. Sauf que là, aujourd'hui, même les équipes ne savent pas comment les chiffres du tableau de BOP sont obtenus. Là-dessus, il n'y a pas grand-chose. Je suis à 100% d'accord avec ce qui a été dit et à un moment, laissons parler les gens. Du moment qu'on en parle, que ce soit positif ou négatif, ça fait parler. Et comme tu dis, on peut pas en parler, empêcher les gens de parler. Et à un moment, si tu donnes cette possibilité, enfin, c'est même pas une possibilité. Si tu interdis de parler de BOP, c'est qu'à un moment, t'es pas droit dans tes bottes. Si t'es droit dans tes bottes avec tes calculs, t'as pas à interdire d'en parler. Parce qu'à un moment, t'as quelqu'un qui en parle, tu vas dire à toi, tu prends la parole et tu dis, écoutez, voilà, un tel a dit ça, nous on a constaté ça, ça, ça et ça. Et on a pris telle décision. Sauf que là, t'interdis les gens de parler. Donc, le procédé est facile, hein. Je suis pas fan de ce truc. Si je vais plus loin, je trouve ça complètement con. On a un petit peu le même débat sur les jokers Evo. Ils ne veulent pas dire combien de jokers ont été utilisés et les concurrents ne savent pas. Par exemple, il y a un moment, il y a eu des discussions quand Peugeot a décidé de changer de montre pneumatique sur le fait que Toyota l'avait fait 2 ans auparavant et le fait que ça a été octroyé gratuitement à Toyota qui a dû modifier moult fois sa GR010 parce que le règlement a évolué alors que la voiture était déjà faite. Et en fait, Peugeot nous disait mais pourquoi nous c'est pas gratuit le Joker? Alors au final, peut-être que ça l'a été, j'en ai aucune idée puisqu'ils ne veulent pas en parler. Le premier concurrent qui a concédé, mais je pense que le débat est encore tout autre, que c'était un Evo Joker, c'est Ferrari au Brésil, que ça avait été considéré comme un Evo Joker. Maintenant, encore une fois, je pense que pour éviter les débats, il faut avoir au maximum de la transparence. Aujourd'hui, quand on en parle aux concurrents, j'ai l'impression qu'ils le demandent tous. Et je pense que voilà, il y a un moment, il faudrait peut-être réfléchir. Mais comme tu dis, de toute façon, interdire, je pense pas que ce soit je pense pas que ce soit la bonne chose. D'autant qu'encore une fois, on n'empêchera jamais les gens de parler off record. Après, on sait que c'est quelque chose qui est complexe. Mais encore une fois, j'insiste, on n'a jamais eu d'aussi bonne BOP en WEC. On n'a jamais eu en tous les cas des compétitions aussi serrées. Encore une fois, on est adepte ou pas du concept de la BOP. Les puristes, ils détestent ça. Forcément, ça réduit grandement la marge de manœuvre des ingénieurs parce que en fait, ça reste un petit peu du nivellement par le bas quand même. Mais voilà, sans BOP, on n'aurait pas tous ces constructeurs satanés. Donc la BOP, elle est là, il faut composer avec. Maintenant, c'est un facteur de performance. Voilà, c'est comme ça. Moi, dans un monde idéal, j'aimerais qu'on trouve un autre système, hein. J'aimerais qu'on se passe de système de BOP. C'est facile. Je suis pas ingénieur. Loin de moi l'idée de vouloir leur apprendre à faire leur travail. Mais c'est vrai que quand on parle d'une fenêtre de performance très restreinte, que tout le monde y soit, après que le meilleur gagne. Donc à chacun d'exploiter au mieux cette fenêtre de performance qui est très étroite et qui est quand même censée globalement mettre tout le monde à peu près sur un même niveau. Le meilleur gagnera toujours. On va pas se mentir. Mais Par contre, toujours. Ah, si tout est fait correctement, le meilleur gagnera toujours. Mais voilà, en tous les cas, je suis d'accord avec toi, Laurent. Empêcher les gens de parler, en fait, c'est même l'impression qu'en fait, on dit souvent qu'interdire à force d'interdire à un enfant de faire quelque chose, il va le faire, en fait, il va avoir envie de le faire. Et en fait, j'ai l'impression que c'est un petit peu, à force de l'interdire, on le diabolise et je suis pas persuadé que ce soit judicieux. par contre, le meilleur gagnera toujours, mais est-ce que le meilleur a le droit de gagner 3 fois de suite? Ben, c'est la question, c'est toujours la question. Là, on voit la BOP. Encore une fois, c'est très très compliqué à analyser. On n'a pas les logiciels qui sont utilisés, on n'a pas les chiffres, puisque vous imaginez bien, vu que les concurrents eux-mêmes ne comprennent pas parfois comment les chiffres sont obtenus. Imaginez-nous, on n'a pas les datas et tout ça. Mais c'est sûr que des fois, on a un petit peu l'impression que ça s'apparente plus à une balance de résultats. Là, typiquement pour Bahreïn, on a vu à quel point Porsche a été souverain à Fuji. On a quand même l'impression, encore une fois, je mets des pincettes parce que c'est dur à interpréter, que Porsche est le plus pénalisé.
On a vu à quel point Toyota s'est fait taper dessus ces derniers temps. C'est comme tu dis, c'est le problème, c'est qu'on se demande si un concurrent aujourd'hui peut gagner 3 fois de suite. Alors c'est arrivé l'an dernier, forcément. J'estime sincèrement que le système de BOP l'an dernier n'était pas aussi optimal que celui de cette année et Toyota était toujours un cran au-dessus. Et à mes yeux, en exploitation course, l'est toujours aujourd'hui. Par contre, tu fais bien de souligner. C'est vrai que des fois, il y a un moment, on se demande si un constructeur peut gagner 3 fois de suite. Pour conclure sur la BOP, peut-être Thibaut et Laurent, il y a quelque chose à remarquer, c'est qu'en IMSA, en tout cas, la BOP est moins sujette à débat. C'est aussi une constatation de tout ce qu'on dit avec l'ouverture, de tout ce qu'on a dit précédemment, donc avec l'ouverture que l'on souhaite sur ce sujet. On voit qu'en IMSA, en tout cas, même si l'ouverture n'est peut-être pas celle qu'elle doit être, en tout cas, c'est pas un sujet qui revient régulièrement de la part des équipes, quoi, ou des pilotes. Pour revenir récemment de Petit Le Mans, ils peuvent en parler s'ils le souhaitent, ce que j'en sais. Après, oui, on peut toujours dire que honnêtement, moi, quand j'étais à Petit Le Mans, personne ne m'a parlé de BOP. Personne, vraiment. Et c'est une discussion que j'ai également eue avec John Doonan dans une interview à paraître sous peu, et personne ne m'a parlé de BOP. Après, il ne faut pas oublier qu'en IMSA, aujourd'hui, toutes les voitures ne répondent qu'à un seul règlement technique, en l'occurrence le LMDH. Donc, c'est peut-être aussi plus facile. Mais encore, quoi qu'il arrive, le problème, il n'est pas dans le bien fondé de la BOP, dans le sens où, je me répète, mais aujourd'hui, les performances des voitures sont assez similaires. On arrive à des situations où, pour Toyota, par exemple, aujourd'hui, c'est compliqué de se défendre en piste, c'est compliqué de doubler parce qu'ils ont un niveau de poids-puissance qui n'est pas forcément optimal et qui les met quand même dans une situation compliquée. Si on prend en termes de potentiel sur un tour, la BOP est correcte. Et c'est plus, voilà, c'est sur la façon d'en parler avec les concurrents et la façon dont peuvent en parler les concurrents. Ça, ce sera intéressant de voir l'année prochaine. Il y a quand même une LMH non hybride qui débarque, en l'occurrence l'Aston Martin. Donc, ça va être intéressant de voir comment elle est balancée avec les LMDH. Et le WEC, de son côté, devra balancer presque 3 plateformes, si on peut dire. C'est exagéré, bien évidemment. Mais LMDH, LMH hybride et LMH non hybride. Laurent, il y a un point aussi qui, à mon sens, semble important d'évoquer dans ces modifications du règlement sportif du WEC 2025, c'est le fameux panneau d'affichage avec un article qui mentionne que le système du panneau d'affichage doit être fonctionnel à tout moment de la compétition selon les caractéristiques fournies par l'ACO et la FIA. Là, ce qui va changer surtout pour l'année prochaine, c'est le panneau pour le classement où jusqu'à présent on avait affaire à 3 petites diodes qui donnait le classement si vous étiez premier, deuxième ou troisième de votre catégorie, alors que là, on aura un panneau lumineux. On a d'ailleurs publié un article à ce sujet-là il n'y a pas très très longtemps avec des essais qui étaient bouclés par les constructeurs au Paul Ricard, où maintenant on aura le classement. Je pense qu'on aura même d'autres infos qui seront sur ce petit panneau lumineux. Il y a un système qui fonctionne très bien, moi je trouve, qui est le Lumirank. Là, on a choisi une autre option avec un panneau lumineux. Utilisé surtout aussi en Europe, en GT World Challenge Europe. Sur les côtés ou sur le pare-brise où la couleur change en fonction de la catégorie et ça te donne ton classement et ça te donne les 3 premières lettres du pilote avec un système un système lumineux. Moi, je trouve que ça fonctionne très bien. C'était compliqué au début parce que ça tombait souvent en panne et le panneau a même tendance à se décrocher du pare-brise. Mais ça, c'est qu'un lointain souvenir parce que maintenant, ça fonctionne bien. Donc là, on a choisi une autre option. Donc, je sais pas, l'avenir nous dira si c'est une bonne idée ou pas. C'est sûr que ça peut être plus clair. Après, il va être positionné pas loin du numéro, qui va être lumineux aussi. Donc, on va avoir 2 numéros sur les autos, sur les flancs. Là où, par exemple, en IMSA, si je ne m'abuse, c'est sur le cockpit, Laurent. Pas au même niveau que le numéro. Encore une fois, on en revient, il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas de système idéal. C'est sûr que le leader-line system, c'était pas forcément compréhensible parce que ça ne concernait déjà que les 3 premiers. On va pas se mentir, ça pouvait bugger aussi. Donc, il y a des fois, on se retrouvait avec des informations qui étaient erronées. C'est sûr que là, comme ça, ce sera plus clair. Comme tout porte à débat, moi, je trouve pas ça très esthétique, personnellement. Autant sur la Toyota, ça passe bien parce qu'elle est noire, autant sur les autres, on va quand même avoir un gros placard noir dessus. Il faudra voir, honnêtement, voilà, c'est un petit peu trop pour le juger. Il faudra voir déjà avoir davantage d'informations de ce que ça va pouvoir nous apporter et voilà, on jugera après peut-être après les premières courses après les premières courses de la saison 2025. Ouais, je pense que ce qu'on a vu en photo ne reste qu'une photo. Je pense qu'il faut voir en vrai ce que ça va donner. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est encore un peu trop tôt pour juger. En revanche, oui, ce qui est intéressant, c'est que par exemple au Mans, où il y a quand même
une grande partie du public qui est grand public, qui n'est pas au fait de toutes les spécificités. Pour le coup, à partir du moment où il a compris le système, notamment avec différentes catégories, pour avoir un petit peu d'avantage et facilement, avec le bruit, tout ça, on n'entend pas forcément, il y a des zones de circuit, on n'entend pas forcément la voix de Bruno Van de Stick et de ses acolytes, et ce sera effectivement plus facile de le voir. Voilà. Encore une fois, il faudra juger après les premières courses, mais c'est en tous les cas, voilà, on peut que saluer, et ça rejoint notamment le changement de couleur de la catégorie de la MGT3, pardon, qui abandonne le orange pour le vert. Vraiment le souhait de la CO de clarifier son championnat, qui n'est pas le plus simple à comprendre. Hein. Il y a 3 catégories, ça reste, il y a plusieurs pilotes par voiture. C'est sûr que c'est plus compliqué à comprendre qu'une course de F1. Le souhait de clarifier la situation, et c'est notamment ce qui a été fait avec ce changement de couleur aussi pour la LMGT3, puisque il y a quand même plus de différence entre vert et rouge que le rouge et orange qui pouvait porter à confusion. Juste pour terminer là-dessus, ça c'est plutôt bien vu l'histoire du vert en LMGT3 là. Oui, oui, alors bon, maintenant forcément il y en a qui réclament l'arrivée d'une catégorie, la MGT3 Pro. Aujourd'hui, c'est un tout autre débat. Je trouve que c'est une bonne décision, et puis encore une fois, c'est un ajustement, ça va pas changer la face du monde. Hein, donc, Et dernier ajustement, on a fait une sélection pour ce podcast, ça sera le temps de conduite, avec un temps de conduite minimum pour toutes les catégories, qui devrait être de 45 minutes, sinon le pilote ne marquera pas de points au championnat. On rappelle qu'en 2024, ce temps était de 1 heure. Là aussi, une petite évolution. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs, sur ce point spécifique ? Là aussi, ça va pas changer la face du monde, hein. Une différence de 15 minutes. On a vu cette année qu'il y a des pilotes qui n'ont pas marqué de points parce qu'ils n'avaient pas roulé assez. Bon, déjà, ça dépend aussi des conditions de course. On peut être amené à changer évidemment les temps de conduite en fonction des neutralisations ou s'il y a des drapeaux rouges, par exemple. Bon, 15 minutes, je pense que c'est plus anecdotique qu'autre chose. Bon, en fait, là, les 2 exemples qui me viennent en tête, il y a Paul Louchatin sur une course, et notamment Nicolas Lapierre et Jules Gounon, je crois que c'était à Imola, et Paul Louchatin, je crois que c'était à Austin, qui n'ont pas marqué de points parce qu'ils ont pas fait l'heure en question. En fait, je pense que le curseur a été ramené à 45 minutes parce que l'heure, c'était un petit peu bâtard par rapport à un relais. Comme dit Laurent, ça va pas changer la face du monde. Là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Alpine ne jouait pas le championnat, ne jouait pas les titres. Donc, pour diverses raisons, c'était plus simple de faire comme ça. Bon, bah, ils ont décidé ils savaient très bien que leur pilote n'allait pas marquer de points. Ils les ont pas remis au volant pour autant. C'est vraiment du détail. Ça changera rien à la saison. Et puis, encore une fois, on sait très bien que de toute façon, un constructeur qui joue les titres mondiaux ne va pas jouer avec ça, ne va pas exclure un de ses pilotes de la lutte pour le titre pour une histoire de temps de conduite. Ça peut arriver par erreur, attention, mais pas volontairement comme a pu le faire Alpine cette année. Donc voilà, le temps a été réduit, mais sinon tout le reste, le temps de conduite des pilotes bronze, des pilotes silver, tout ça, ça n'a pas été modifié. Donc c'est, comme le dit Laurent, absolument anecdotique. Et juste pour terminer, si avant de passer aux techniques, mais juste aussi l'autre aussi aménagement dans le règlement sportif, c'est les 2 zones de stockage pour les pneumatiques qui ont été créées avec une zone à l'intérieur du stand qui doit être déterminée avec 3 trains de pneus maximum et une autre zone à l'extérieur pour que les pneus soient toujours visibles de tout le monde avec les officiels. Ça, c'est juste aussi un changement. Je n'ai pas comparé en détail, mais en fait, tout au long de la saison, on a vu qu'il y a des bulletins qui ont été édités pour ça, parce que forcément, bah, ils ont tous essayé un petit peu de les chauffer d'une manière ou d'une autre, leurs pneus. Et donc, voilà, je pense que ça a été entériné, c'est plus officiel. C'est pareil, ça va pas changer la face du monde, parce que voilà, on sait qu'aujourd'hui, c'est vrai que l'écurie officielle Porsche semble avoir un petit avantage sur la concurrence sur la montée en régime des gommes, la mise en température des gommes froides en sortie de pit lane. La question aussi de savoir par rapport à ce règlement sportif, pour en terminer là-dessus, est-ce qu'il y aura d'autres nouveautés d'ici le début de saison? Bah, c'est pas exclu. C'est pas exclu. Il y a notamment cette histoire de compensation de poids des pilotes que beaucoup réclament, à savoir que oui, il y a des différences de poids entre certains pilotes, et est-ce qu'il y en a qui devraient emmener un lest ou pas? Et ça, c'est quelque chose qui est à l'étude. Bon, je pense qu'on en reparlera suffisamment, hein, cette histoire de poids, parce qu'on sait que les avis divergent un petit peu. Déjà, il faut trouver le bon procédé pour cette histoire de poids. Encore une fois, si on doit juste pour faire un petit aparté, faire la comparaison avec le GT World Challenge où il y a un poids moyen et après en autre où on rajoute du poids dans la voiture. On sait que c'est à l'étude, donc on va voir quel résultat ça va donner. Clairement, voilà, la CO et la FIA veulent mettre quelque chose en place pour 2025. Il semblerait qu'aujourd'hui, les systèmes qui tiennent la corde, c'est un système de moyenne, à savoir que un équipage dont le poids moyen est en deçà de 80 kg devra embarquer du lest. Après, c'est vraiment un sujet qui fait débat. Ça va avoir un rôle d'une voiture à l'autre, mais pas entre des pilotes, à savoir qu'un pilote qui roule avec un autre très léger
sera encore plus pénalisé en fait. L'exemple toujours flagrant que je prends, c'est à l'époque où Alex Wurz et Anthony Davidson roulaient ensemble chez Peugeot. Si le poids moyen de l'équipage est inférieur à 80, ça veut dire qu'Alex Wurz, il aurait pris encore plus de poids. Typiquement, déjà, ça exclut tous les poids lourds des qualifs. C'est pareil, encore une fois, c'est un système qui est compliqué. On sait qu'il y a des pilotes qui poussent. On sait qu'en marge du Grand Prix de Monaco, en mai dernier, les pilotes de F1, Verstappen, Leclerc, tout ça, s'est exprimé à ce sujet parce qu'il leur avait été posé la question de savoir s'ils voulaient faire les 24 heures du Mans. Et notamment Max Verstappen s'était vraiment exprimé là-dessus en disant moi, je fais 80 kilos tout habillé. Je pars avec un désavantage qui est trop gros et je n'y réfléchirai pas tant qu'il n'y a pas quelque chose qui sera fait. Après, Max Verstappen n'est pas là pour changer les règles, hein. Ça c'est clair et net. Mais voilà, en tous les cas, il y a un sujet qui est à l'étude et aujourd'hui, des informations qu'on a, c'est un peu comme en LMP1, à savoir la moyenne des 80 kilos de l'équipage qui serait retenu et la voiture embarquerait un lest supplémentaire, le cas échéant. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que la CO et la FIA ont décidé d'insister une fois de plus sur le fait que dorénavant, une voiture en hypercar doit pouvoir embarquer un lest BOP de 70 kilos, alors qu'il était de 50 jusque-là. Alors, on sait que ça avait été déjà modifié en début de saison, mais peut-être que c'est lié à ça. En tous les cas, sachez que le sujet sur la compensation de poids des pilotes est à l'étude. Quel est le système qui sera adopté? C'est vrai qu'on a tous l'impression que c'est facile, qu'on peut faire comme en karting. Est-ce que ça l'est? Est-ce qu'on peut faire ça avec la driver ID, à savoir avec de l'électronique? Faudra voir. En tous les cas, le sujet est à l'étude. Voilà. T'as fait la transition, Thibaut, puisque le lest, comme tu disais, effectivement, les hypercars devront pouvoir accueillir un lest maximum de 70 kg contre 50 en 2024. La transition est toute faite pour passer sur le volet technique de ce règlement WEC 2024, et donc hors le lest, 2025, pardon. Et hors le lest, un des principaux changements concerne le support d'aileron arrière. Thibaut, c'est quelque chose qui, on l'a vu en F1 avec la flexibilité, qui est un sujet qui revient fortement. Et visiblement, la FIA et la CO ont décidé également de légiférer sur ce point. Ouais, c'est un petit peu, Laurent et Pierre, vous m'arrêtez si je me trompe, je crois que c'est un petit peu la seule nouveauté notable du règlement technique, hein. Le reste, c'est encore une fois, on en parlait, c'est les voitures sont homologuées, donc il y a pas vraiment de nouveauté. Cet article du règlement, en fait, il y a eu beaucoup de discussions dans les paddocks sur la flexibilité des ailerons, à tel point que ça fait un certain temps que, notamment, certaines voitures sont dans le viseur. On pense notamment à la Ferrari qui était assez diabolique en ligne droite l'an passé. Elle est arrivée avec un nouveau kit au Brésil, mais surtout, en fait, après Spa. Il y a pas mal de concurrents quand même il semblerait qu'ils sont un petit peu étonnés et pour le Mans, la FIA et la CO avaient demandé aux concurrents d'apporter tout le matériel nécessaire pour tester la flexibilité des ailerons. Et il semblerait que 2 voitures aient été dans le viseur et mais particulièrement à la 499P. Alors on en a parlé, hein, bien évidemment, mais voilà, c'est certainement peut-être. Est-ce que ça a été une zone d'ombre du règlement? Est-ce que, voilà, en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que les tests de flexibilité, la CO et la FIA ont voulu être peut-être plus intransigeants là-dessus et donc ont modifié un petit peu leur article de règlement à ce sujet pour éviter cela. Les voitures ne sont pas rigides, hein. Bien évidemment, une voiture ne peut être rigide. Normalement, il y a quand même une certaine marge et ça a fait beaucoup débat. Vraiment, dans le paddock, ça a fait beaucoup débat chez certains concurrents. Je pense qu'en modifiant cet article du règlement technique hypercar, la CO et la FIA ont voulu vraiment insister sur les mesures à respecter, les marges à respecter au niveau de la flexibilité pour ne pas se retrouver dans cette même situation. On va résumer, Thibaut, hein, le point majeur de cet article. Hein. Ni le point de l'aileron principal, ni les supports verticaux ne devront fléchir, hein, on prend les termes exacts de l'article, de plus de 15 mm verticalement lorsque les charges verticales combinées suivantes sont appliquées. On ne va pas rentrer dans le détail très technique de ces charges. Mais voilà, il y a des charges principales qui sont appliquées et tout combiné, l'aileron, hein, et tous les supports verticaux ne doivent pas bouger de plus de 15 mm verticalement. Non, voilà, après, encore une fois, hein, la Ferrari est homologuée, il n'y a aucun doute là-dessus. À partir du moment où le législateur l'homologue, c'est elle est dans les règles, elle est dans les clous, hein, mais il est vrai qu'il y a eu notamment des vidéos arrière où on avait vraiment l'impression que pour la ligne droite, l'aileron arrière s'affaissait, ce qui permettait de diminuer la traînée. Et en fait, voilà, dès que la voiture revenait
peut-être de ce qu'on a entendu, c'est environ 260 km/h. L'aileron reprend sa position initiale, donc le niveau d'appui redevient ce qu'il est à l'origine, ce qui permet quand même d'avoir une efficience et un ratio appui-traîné excessivement favorable. Après, on sait que en plus depuis Le Mans, il y a ce qu'on appelle cette BOP, cette dual stage BOP, qui permet de contrôler la vitesse de pointe, hein, qui permet aussi de maîtriser ça. Là, clairement, maintenant, l'article de règlement technique sur ce point-là semble très clair et j'ose espérer qu'on n'aura plus de débat là-dessus à l'avenir. On sait à quel point, et notamment tu fais bien de le mentionner Pierre, à quel point la flexibilité des éléments peut apporter à une auto, et c'est un gros sujet actuellement, notamment en Formule 1. Tu parlais homologation, Thibaut. On sait que la catégorie hypercar, hein, que ce soit d'un côté le GTP en IMSA et d'un autre LMH, LMDH en WEC, a été prolongée jusqu'en 2029. En conséquence, hein, il y a un article d'homologation du règlement technique 2025 WEC qui a été forcément modifié pour ça. Laurent, il n'y aura pas plus de 2 extensions évolution, donc les fameux jokers, hein, dont on parlait tout à l'heure, entre janvier 2028 et décembre 2029. Hein, donc ça inclut cette extension d'homologation. Et une seule extension évolution liée au style est autorisée par constructeur jusqu'en décembre 2029. On sait que les jokers Evo restent un sujet un peu opaque. Hein, on ne sait, comme disait Thibaut tout à l'heure, on ne sait pas si une évolution est considérée comme un joker. Mais là, au moins, la CO et la FIA gravent dans le marbre le compte de Joker Evo, et on voit notamment que Ferrari a utilisé un de ces jokers pour cette année avec une évolution de sa 499P. C'est la logique, hein, Laurent, de voir cet article modifié dans ce sens. Oui, c'est la logique. Enfin, comme tu l'as dit, on remarque on aura 9 saisons avec ces prototypes de la catégorie hypercar, ce qui est quand même beaucoup. Et puis on en a d'autres qui vont arriver avec Genesis notamment. Et oui, c'est juste gravé dans le marbre. Et bon, ça reste, comme le disait Thibaut tout à l'heure, aussi un sujet quand même un peu je vais pas dire à controverse, parce qu'on ne sait pas trop qui fait quoi et qui prend quoi. Là aussi, je pense qu'un peu plus un peu plus de transparence serait plutôt bienvenu de la part des uns et des autres. Voilà, après, cet article, c'est vraiment une confirmation de ce qui avait été annoncé en juin dernier. Hein. Donc, l'homologation est prolongée de 2021 à 2027. Il y avait 5 jokers Evo. L'homologation est prolongée de 2 ans. Donc voilà, il y a 2 jokers en plus. Somme toute logique, mais de toute façon, encore une fois, nous, on n'a aucune visibilité là-dessus. Les concurrents n'ont aucune visibilité sur ce que font leurs adversaires. Et donc aujourd'hui, typiquement, je suis incapable de vous dire combien de jokers a utilisé Ferrari. Enfin, en l'occurrence, Ferrari, c'est peut-être les seuls dont on sait à peu près, puisqu'ils l'ont reconnu au Brésil, que, en tous les cas, l'évolution de la 499P qui a été acceptée par la CO et la FIA, enfin, qui est certainement aussi liée à cette histoire dont on vient de parler, à propos de la flexibilité du bloc arrière. Peut-être que Ferrari, là, il me semble qu'ils en ont utilisé un. Le reste, j'en ai aucune idée. Il n'y a personne qui sait combien, notamment, de jokers a utilisé Peugeot. C'est très opaque. Mais bon, en tous les cas, voilà. À partir du moment où la période d'homologation est plus longue, c'est normal qu'il y ait 2 jokers en plus. Et au final, si c'était tout ouvert et tout, ça changerait quoi? Pourquoi ne pas le dire? Pourquoi ne pas le dire ouvertement? Voilà, là, on a un joker, En fait, on a pris ça. Tu vois, enfin, sur le papier, je suis totalement d'accord avec toi. En fait, la transparence, elle doit être surtout là pour que tout le monde soit bien logé à la même enseigne. Encore une fois, c'est sûr que je prenais l'exemple tout à l'heure de Toyota. Toyota qui a changé ses monts pneumatiques. Certains disent que Toyota a pu faire cette évolution gratuitement, et Peugeot dit pourquoi pas nous. Donc c'est juste ça, en fait. C'est juste pour que tout le monde soit logé à la même enseigne. Et ouais, Comme tu dis, c'est. Après, c'est presque abstrait, j'ai envie de dire, parce que moi, j'en discutais une fois avec Olivier Jansoni, notamment, qui me disait tu peux changer un boulon sur une pièce, ça va être considéré comme un joker. Comme tu vas pouvoir changer tout ton kit de carrosserie, ça va être considéré comme un joker. Donc, en fait, c'est très. C'est vraiment. Enfin, un joker, ça peut avoir un impact absolument colossal sur l'auto. T'as très peu de choses. T'as quoi? T'as le pédalier, l'histoire du pédalier. T'as quoi? T'as le repose-tête qui nécessite rien du tout, qui nécessite aucune demande, qui nécessite rien. Toute modification de la fiche d'homologation nécessite une demande. Après, c'est à l'ACO et la FIA de juger si ça doit être considéré comme un Evo Joker. Un Evo Joker, sur le papier, c'est censé apporter un gain en performance. Par exemple, quand la 9X8 a débuté, ils ont eu des problèmes de radiateur. Bon, ces problèmes de radiateur, ils ont tout de suite pu les solutionner. Par contre, ça n'a pas été considéré comme un Evo Joker. C'est pas dans le quota des 5 de 2021 à 2027, parce que ça concerne de la fiabilité et de la sécurité. Un Evo Joker, les 5 Evo Joker
maintenant 7 jusqu'à 2029, c'est vraiment censé apporter de la perf. Donc, c'est typiquement le changement de monde pneumatique de la Peugeot 9X8. C'est pas une question de fiabilité. C'est pas une question de sécurité. En revanche, dès que ça touche à la fiabilité et de la sécurité, les évolutions notamment que Alpine apporte aujourd'hui sur son moteur, notamment donc vilebrequin, soupape, turbo, ça n'apporte pas de la performance. C'est que de la fiabilité. Donc ça, c'est gratuit. Toute modification doit être soumise à une demande et doit être validée par la CO et la FIA. Et en fait, c'est ça. C'est qu'en fait, les constructeurs, notamment, on en discutait encore à Fuji, ils ont déjà fait forcément leur demande pour 2025, mais certains n'ont pas encore la réponse de savoir s'ils vont le faire ou pas, parce que notamment, ils ne savent pas si ça va être considéré comme un Evo Joker ou pas. Thibault Laurent, je pense que le tour d'horizon de ces modifications des règlements sportifs et techniques du WEC 2025 a été fait. Hein. On vous laisse aller sur le site d'Endurance Info pour aller un petit peu plus en détail sur certains points dans les articles qui ont été rédigés sur ces points. Thibault Laurent, le WEC donc se conclut ce week-end à Bahreïn pour la finale des 8 heures qui sera disputée sur le circuit de Sakhir. Avec, on l'avait déjà mentionné à maintes reprises il y a quelques jours, le titre pilote qui se jouera entre Porsche et Ferrari, hein, en toute logique, même si Porsche a une avance plus que conséquente avec Kevin Estre, Lorenz Vanthoor et André Lotterer, et le titre constructeur entre Porsche, Ferrari et Toyota. Comment vous voyez les choses rapidement pour conclure ? Oh, c'est compliqué. De toute façon, Porsche aujourd'hui, leur seul objectif, c'est d'aller chercher les titres. Le problème, c'est que Toyota est encore maître de son destin, puisque si Toyota gagne, il rafle le titre constructeur, qui, ne l'oublions pas, est souvent le plus prisé en endurance. Le titre pilote, honnêtement, sauf cataclysme, ça va tomber dans l'escarcelle de Porsche, et c'est amplement mérité pour Kevin Estre, André Lotterer et Lorenz Vanthoor. Je pense qu'on peut avoir une belle course, parce que toujours encore une fois, c'est difficile d'interpréter la VOP, mais qui semble quand même assez favorable à Ferrari par rapport à ce qu'on a pu voir à Fuji. Mais le circuit de Bahreïn, il y a de la dégradation, il y a du sable, et c'est un circuit qui, logiquement, dès que ça commence à compliquer un petit peu la tâche, c'est là où Toyota est toujours plus fort que le reste de la concurrence. En perf pure, j'ai pas l'impression que Porsche parte avec un avantage, mais je peux me tromper. Après, l'année dernière, Jota était très fort à Bahreïn. Donc on verra. Comme ça, si tu me demandes de faire un pronostic, j'ai oui, titre pilote hypercar à Porsche et je vois quand même bien Toyota rafler titre constructeur. Maintenant, attention, s'il ne gagne pas, Porsche peut se contenter d'être juste derrière avec la meilleure voiture, à savoir que si Toyota fait deuxième et que Porsche fait troisième, le titre, si je ne me trompe pas, tombe chez Porsche. Donc Toyota, ils ont quand même la pression parce que globalement, il faut qu'ils partent pour gagner, mais on sait qu'ils en sont capables. Et surtout, encore une fois, sur un circuit comme Bahreïn où la dégradation des pneumatiques va être importante et c'est un secteur du jeu sur lequel ils sont encore très forts. Messieurs, merci pour ce tour d'horizon donc des règlements sportifs et techniques. Et on se donne rendez-vous très rapidement puisque nous ferons évidemment un débriefing complet des 8 heures de Bahreïn dans un prochain numéro de Track Limit by Minerva Oil, le podcast d'Endurance Info. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao. À bientôt.